Merci en tout cas d'écouter ma présentation qui va porter donc sur un travail qui est en santé animale, qui change un peu du coup, de la santé animale et de la santé humaine et qui va porter sur l'utilisation euh, données de mouvement chez les animaux, entre les élevages en particulier, et notamment son utilisation en concomitance avec l'analyse de réseau pour la surveillance de transmission de maladies. Non, donc déjà un peu de contexte sur les maladies animales et donc sur le fait que comme chez les humains ça peut amener une grosse mortalité, en particulier au fait que dès qu'on détecte une maladie chez les animaux on peut être amené à abattre beaucoup de têtes. Et donc ça peut aussi avoir un gros impact économique. On a un exemple avec la ténosine en 2001 en Angleterre, qui a amené l'abattage de plus de 6 millions de bêtes. Et donc les mouvements d'animaux d'élevage, ils sont enregistrés dans beaucoup de pays au niveau mondial, et en particulier en Europe. C'est devenu obligatoire depuis quelques dizaines d'années d'enregistrer les mouvements pour différentes espèces, et en particulier pour les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres et les cochons. Et donc il y a trois gros objectifs pour lesquels ça a été mis en place. Le premier, c'est pour assurer en fait une traçabilité alimentaire pour les consommateurs, pour ensuite améliorer le bien-être animal et troisièmement pour essayer de limiter au maximum la diffusion de pathogènes entre animaux. Et donc en fait, la disponibilité de ce type de données, ça va faciliter la reconstruction de réseaux à des niveaux régionaux ou nationaux. Euh, donc, c'est des réseaux de mouvements d'animaux, donc soit individuels, soit en troupeau. Et analyser ce genre de réseau, ça va en fait aider à essayer de comprendre les déterminants de diffusion de pathogènes entre les animaux d'élevage. Et cette approche-là, on appelle ça plus communément Social Network Analysis, SNA. Et donc, dans ces approches-là, on va analyser la structure du réseau, en particulier les liens qu'il existe entre les différents nœuds du réseau. Donc, ces liens sont souvent des ventes et achats d'animaux. Les nœuds, ce sera souvent des fermes. Et donc, ça peut aider à identifier les potentiels hotspots d'infection et quantifier un peu l'importance des nœuds et la connectivité du réseau. Et donc, on a deux approches, deux niveaux d'approche généralement dans ces analyses-là. Le premier qui est une approche plutôt au niveau des nœuds. Et donc, on va étudier la capacité d'un nœud à envoyer ou recevoir un animal infecté. Donc, ça, c'est quantifié au travers de différentes métriques. Je n'en parle volontairement pas maintenant, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et on a une approche qui est plus macro au niveau du réseau, où ici, on va essayer de déterminer la capacité du réseau à diffuser le pathogène. Et encore une fois, on a différentes métriques qui permettent d'évaluer la capacité du réseau à diffuser le pathogène. Donc, les objectifs de ces travaux, juste un point pour dire qu'il y a peu de papiers dans la littérature qui ont regardé ce sujet-là en particulier. Il n'y en a aucun qui ont fait de revues systématiques, de scoping review, sur les papiers utilisant les données récoltées systématiquement au sein des pays. Et donc, les trois objectifs de ce papier, ça va être dans un premier temps d'identifier quelles sont les métriques au niveau des nœuds utilisés dans les papiers qui permettent de détecter en fait les nœuds dans lesquels le plus souvent les fermes les plus à risque de transmettre ou de recevoir la maladie. Le deuxième objectif, c'est donc d'identifier quelles sont maintenant au niveau du réseau les différentes métriques qui existent pour évaluer le potentiel du réseau à transmettre la maladie.
Et troisièmement, c'est essayer de voir si on arrive à observer des caractéristiques de nœuds, dans le cas plutôt de ferme, qui sont associées avec un risque d'infection, donc la valeur, dans notre cas, de différentes métriques basées sur les nœuds. Un peu du coup de méthode classique de revue. Donc, les papiers qu'on a récupérés, ils ont été récupérés dans 3 bases de données, PubMed, Scopus et Science, avec comme thèmes principaux donc, la surveillance, le distinction, données de mouvement, les méthodes de SNA et la thématique des animaux d'élevage. Donc, dans le premier temps, on a exclu les papiers sur la base du petit abstract. En particulier, on s'est concentré sur tous les papiers qui étaient sur les animaux d'élevage. Donc, tous les papiers qui ne prenaient pas ça en compte, ils étaient exclus. Tous les papiers qui n'avaient aucune référence aux mouvements d'animaux, aux anomalies spatiales ou aux modèles de transmission sur réseau étaient exclus aussi. Et finalement, on exclut les papiers qui faisaient de l'analyse de réseau au sein d'une seule exploitation. L'autre côté, en étape 2, donc on a inclus, on a plusieurs types d'inclusion. Le premier qui va être, on va regarder si les auteurs ils utilisent des données récoltées systématiquement. Ensuite, on va regarder si les données elles servent bien à décrire et caractériser un réseau de contacts. Et finalement, il faut que le papier il rentre dans un des 3 objectifs que j'ai cités juste avant, donc à savoir aider à identifier les nœuds les plus à risque, évaluer le potentiel du réseau de transmission une maladie et caractériser les nœuds les plus à risque. Bon, je vais vous passer toutes les variables qui ont été extraites de ça, mais en fait, on a plein de choses très, très basiques, comme les pays, l'année d'études, les espèces d'intérêt, etc. Et des choses qui sont plus en lien avec les mesures de mesures du réseau, mais aussi des choses qui sont plus en lien avec tout ce qui est utilisation de modèles mécanistes pour simuler la transmission, et notamment des genres dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être extraits de ces modèles-là. Et donc là, je vous présente le flowchart de l'étude. On a commencé en gros avec les 3 bases, avec un tout petit peu moins de 9000 études. Et donc après retrait des duplicats, on se retrouve avec un peu plus de 7500 études screenées sur titre abstract. Une fois qu'on a fait ce tri-là, on se retrouve à screener sur le full text 460 papiers. Et de ces papiers-là, on récupère à la fin 152 études à inclure dans le descriptif de jeu. Donc là, je vais maintenant parler un peu plus de caractéristiques des études, donc notamment au niveau de la dispersion géographique des études. On voit que la majorité, donc il y a 2 tiers des études, elles sont sur des données européennes. Après, on a beaucoup d'études, donc 14% qui sont en Amérique du Sud et 7,5% qui sont en Amérique du Nord. On voit qu'on a une tendance depuis une vingtaine d'années quand même à une augmentation des publications en rapport avec l'utilisation de ces données-là. Et en ce qui concerne les espèces d'intérêt, la moitié des études sont sur les données de mouvements de vaches. Ensuite, on a un tiers des études qui sont sur les mouvements de porcins, 7% sur les moutons et un peu plus de 2% sur les chèvres. Ça, c'est une figure que je ne sais pas trop encore comment je l'ai mise là, je ne sais pas trop l'apport qu'elle peut avoir, mais c'était vraiment très descriptif pour montrer. Donc là, à gauche, le classement des études, du nombre d'études par pays. On voit qu'on a l'Angleterre en premier. Et si on prend une case ici, typiquement en 2004, on voit que c'est très foncé. On a en gros une dizaine d'études qui utilisent les données de mouvement de l'année 2004.
en Angleterre. Et la France, c'est oublié. Donc, concernant les métriques qu'on a récoltées dans les papiers, on a récolté une cinquantaine qu'on a agrégé en différents groupes. Donc là, je vais faire un petit point d'analyse un petit point d'analyse de réseau. On a deux grands groupes. D'un côté, on a les métriques qui sont basées sur des réseaux statiques, donc qui sont en fait une agrégation de mouvements sur une période donnée. On peut par exemple s'intéresser à tous les mouvements qui ont lieu entre les fermes bovines en France sur une année. En fait, on agrège tous ces mouvements-là et on obtient un seul réseau statique. Et d'un autre côté, on va avoir une analyse donc, plus temporelle. Donc, on va pouvoir analyser chaque sous-réseau temporel de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on va décomposer le réseau. Chaque pas de temps va correspondre à un état du réseau à un temps donné. Et on peut avoir à certains temps des nœuds du réseau qui sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas ou n'envoient pas d'animaux. Et puis, pareil, on va avoir des liens qui peuvent exister à certains temps, mais qui n'existent pas à d'autres temps. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un nœud qui envoie un second nœud à une autre ferme, et à un autre temps donné, on voit que ce lien peut ne plus exister. En fait. Et donc, dans ces deux groupes, on a défini deux sous-groupes qui sont les groupes naturels. D'un côté, on va avoir donc les métriques au niveau du réseau. De l'autre côté, les métriques au niveau des nœuds, dans les deux grands groupes. On va avoir au niveau du réseau des métriques qui sont plus sur la communauté, la structure des communautés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque c'est pas c'est compliqué. Qui mesurent la connectivité, qui sont basées sur les distances, sur les structures locales, sur des propriétés épidémiologiques. En particulier, dans ce cas, ça peut être tout ce qui est calcul de R0 sur le réseau. Et d'un autre côté, on a les mesures basées sur les nœuds. Et donc là, encore une fois, on a beaucoup de mesures d'agrégation basées sur les degrés. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, basées sur les distances, etc. Et d'un autre côté, on s'est intéressé, comme je vous disais tout à l'heure, à l'utilisation de modèles maths de transmission sur réseau, et en particulier à la fin de voir est-ce que les sorties de ces modèles vont nous permettre de faire pareil un classement de métriques qui sont basées sur les nœuds ou basées sur le réseau. Je fais juste un point rapide sur les différentes caractéristiques des modèles qu'on a trouvés. Donc, pour tous les modèles qu'on a trouvés, alors je n'ai pas mis combien on en a au total, de souvenirs, il y en a une trentaine, à peu près. Je crois que c'est 35 papiers sur lesquels j'utilisais des modèles de transmission. Au niveau de la granularité, on voit que les modèles, c'est majoritairement des modèles de transmission uniquement entre les nœuds, où ils ne représentent pas la transmission intra-nœud, donc entre les fermes. Ensuite, sur les types de modèles, on a surtout des modèles individus centrés, avec comme base d'individus les fermes. Et ensuite, on a des modèles de métapopulation avec des modèles de transmission intra-nœud, des modèles de métapopulation un peu plus classiques. Ensuite, la majorité en fait, de ces papiers sont de ces modèles sont construits sur des réseaux temporels, et quasiment 95% de ces modèles sont stochastiques. Et donc, pour revenir un peu aux différentes métriques qu'on peut récupérer de ces modèles, on va avoir donc des mesures au niveau des nœuds, qui ont été mis en différents groupes. Donc, epidemic importance, risk and probability of infections. Je peux donner un exemple. Par exemple, le nombre d'animaux qui ont été contaminés après 200 jours dans un nœud donné.
Et ici, de l'autre côté, on va avoir des mesures qui sont plus sur le réseau. Mettons, je pourrais avoir une mesure qui est la prévalence dans le réseau, encore une fois, après une période donnée. Et maintenant, je vais venir sur le troisième gros point de ce papier, qui a été d'essayer de voir s'il y avait une relation entre les valeurs des métriques basées sur les nœuds et les caractéristiques des nœuds. Et donc, on a observé dans tous ces papiers 27 études qui montrent un lien entre 18 métriques de nœuds différentes et les caractéristiques de nœuds. La première caractéristique qui ressort, c'est en gros le type de nœud. Donc dans notre cas, ça peut être le type de ferme. Est-ce que c'est une ferme de naissance où on fait naître les animaux? Est-ce que c'est une ferme d'engraissage? Est-ce que c'est un marché? Est-ce que c'est un abattoir? Etc. Et donc, on a trouvé une relation dans 23 études. Ces relations, elles sont déterminées dans la plupart du temps, donc quasiment 2 tiers des cas, de manière uniquement descriptive. Donc, il n'y a pas trop de... Il y a quelques fois où ils utilisent des tests statistiques pour montrer des différences entre types de nœuds. Mais la majorité, c'est quand même purement descriptif. J'ai pas, parce que c'est toujours en cours, donc j'ai pas ici le sens des relations. Donc, est-ce que on va avoir typiquement une valeur de telle métrique plus élevée dans tel type de ferme? Ça c'est en train d'explorer, mais ça n'a pas été tout à fait terminé. Et donc, on voit, si on regarde au niveau des métriques les plus en lien avec le type de nœud, on va voir la première métrique, qui sont les métriques basées sur les degrés. Les deuxièmes métriques sont les... Et donc, là, je vais en parler un peu plus de ce que sont les degrés. En fait, c'est simplement, si on regarde un réseau, qu'on prend un nœud dans le réseau, c'est le nombre de liens qu'un nœud a avec ses nœuds alentours, en fait. Ensuite, on va avoir en deuxième position les métriques plus de ce qu'on appelle betweenness, d'intermédiarité, en fait. Et donc c'est une valeur, c'est une métrique qui va nous donner en gros la fréquence, à quelle fréquence un nœud va se retrouver entre le chemin le plus court entre toutes les paires de nœuds du réseau. C'est un peu peut-être compliqué à comprendre comme ça. Et ensuite, en troisième, on va avoir plus les métriques de closeness, donc qui va être là la somme, en gros, de la longueur des chemins les plus courts entre un nœud donné et tous les autres nœuds du réseau. Et ensuite, une deuxième caractéristique qui ressort, là pour cette étude, en relation avec les valeurs de node level matrix, ici on va voir que dans pareil, quasiment 2 tiers des cas, on va quand même avoir une relation qui est basée sur des calculs de coefficients de corrélation, et que là on va avoir pour le coup très peu de relations descriptives, même si on se base au final uniquement que sur 13 observations. Et là, on va avoir encore une fois en premier, ce qui va ressortir le plus, c'est la relation entre la valeur de degré et la taille du nœud. Ensuite, la valeur de l'intermédiarité et la taille du nœud. Et finalement, la dernière caractéristique qui ressort, c'est la localisation du nœud, donc la localisation particulière des fermes, qui a été mise en avant en 4 études. Là, c'est donc 4 études dans 80% des cas, on est purement descriptif. Mais là encore, on n'a que très peu d'observations. Et donc, en fait, la localisation du nœud, généralement, c'est les nœuds qui sont plutôt au nord du pays contre ceux qui sont plutôt au sud du pays, ou ce genre de choses. Et donc là, on va encore avoir en premier ce qui est montré plus, c'est une relation entre les degrés, les mesures de degrés et donc la localisation. Mais aussi, là je vais vous parler d'une autre mesure qu'on voit souvent,
qui est la chaîne de contact, les chaînes de contact d'un nœud, qui est en fait, si on regarde la taille d'une chaîne de contact, c'est le nombre de fermes qui pourraient directement ou indirectement transmettre un pathogène à une ferme donnée sur une période donnée. Et maintenant, je vais faire un petit résumé des résultats. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe est quand même vraiment surreprésentée là-dedans. Donc, c'est 2 études sur 3 qui sont sur des données européennes. On a 50% des études qui sont sur les vaches et un tiers sur les mouvements porcins. On a identifié une cinquantaine de métriques d'analyse de réseau qui permettraient de détecter les nœuds les plus à risque sur un réseau, mais aussi de déterminer le potentiel d'une maladie transmise sur le réseau. Et si on regarde les sorties des modèles, on a récupéré 70 métriques supplémentaires. Voilà, et finalement, ce que j'ai dit en tout dernier, on a mis en avant qu'il y a 3 grosses caractéristiques des nœuds qui sont en lien avec les valeurs de métriques basées sur les nœuds, donc la taille, le type de nœud, la taille du nœud et la localisation du nœud. Quelques points de discussion qui sont juste des idées parce que, encore une fois, c'est un travail qui est en finalisation. On a vu, donc, ce que j'ai dit juste avant, qu'il y a beaucoup de pays européens qui sont représentés, mais aussi beaucoup qui ne sont pas représentés. Et on a, je ne l'ai pas montré, mais des pays pour lesquels ils utilisent ces données-là, mais ils ne font pas forcément d'études épidémiologiques. Ces données sont utilisées, mais pas forcément dans les objectifs qui nous intéressent, pour les objectifs qui nous intéressent, nous. Ensuite, on a des espèces pour lesquelles on a très peu d'observations. Donc, ici, dans ce cas-là, en particulier, pour tout ce qui concerne les oiseaux, les canards, etc., un pied d'accès aux données, parce que c'est généralement un peu plus difficile d'obtenir des données d'industrie pour ces espèces-là. Et finalement, on voit quand même qu'il y a beaucoup de pays où il y aurait une nécessité de mettre en place des routines de collecte de données pour améliorer la surveillance en général. Et un petit point d'ouverture pour dire que tous ces résultats-là, ils ne sont pas tout à fait exhaustifs, donc on pourrait imaginer qu'ils le sont presque. Et donc, on fait en fait dans le papier une liste de toutes les métriques qui peuvent exister. Et donc, ça pourrait être utilisé comme sorte de référentiel pour les futures analyses quantitatives qui seraient réalisées sur les réseaux, en particulier sur les réseaux d'animaux. Je vais finir avec un peu de perspective pour recadrer un peu le rôle qu'a ce travail dans le projet un peu plus général qui est le postdoc. Donc, la scoping review, les résultats que je vous ai présentés, le but, c'est qu'ils servent à développer un espèce de observatoire des réseaux bovins en France à partir des données de la BDNI, qui est la base de données des bovins en France. Donc quelque chose qui serait mis à jour régulièrement et qui permettrait de, à un temps donné, voir l'état du réseau et de recalculer plusieurs des métriques que j'ai présentées avant pour voir un peu s'il y a des risques et s'il y a des hotspots de transmission potentiels. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui est un travail qui est en cours, sur lequel je suis en train de travailler. C'est la formalisation mathématique d'un algorithme de contact tracing qui permettrait, en gros, à partir d'un nœud où on détecterait une maladie, d'essayer de remonter jusqu'à toutes les potentielles fermes qui auraient pu être la source d'infection de cette ferme-ci. Et donc, à partir de ça, ces 2 approches-là permettraient de créer en fait un outil de surveillance qui, à la fin, pour simplifier un peu,
l'idée, ce serait d'avoir un output général de cet ordre-là, où on met une liste des fermes du réseau bovin français avec des espèces de scores qui sont calculés à chaque fois et puis à la fin, une classification des fermes en temps réel par niveau de risque, pour essayer de se dire il faudrait aller dans telle ou telle ferme pour investiguer s'il n'y a pas de potentiels animaux infectés. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. Merci. Je peux juste arrêter de partager. Ouais. Ça, on va voir. Voilà. Ok. Et vous avez des questions? T'as une question, toi, Karim? Vas-y. Oui, je pose juste la question par rapport à la transmission entre nœuds. En fait, tu différenciais pas trop les nœuds par animaux, enfin, que, je veux dire, que ce soit des oiseaux ou par exemple des vols emblétiques, que la transmission, enfin, par exemple la grippe aviaire, entre nœuds, entre ce type. Et puis, elle est plus rapide, enfin, la transmission, en fait, ça va plus vite qu'entre vaches. Ah oui, la transmission, elle est très espèce dépendante et très pathogène dépendante. C'est-à-dire que tu vas avoir des pathogènes qui se transmettent plus ou moins rapidement et dans lesquels les nœuds peuvent avoir moins de. Donc, justement, c'est une question par rapport à tes modèles et tes métriques. Est-ce que ça s'est pris en compte? Ou un nœud, c'est un nœud, peu importe le type? Non, là, l'objectif, c'est alors. Peut-être qu'on va après stratifier par espèce, mais là, c'est vraiment histoire d'avoir une vision assez globale de l'utilisation des métriques et des méthodes. Après, peut-être que c'est à prendre en compte, ce que je disais, c'est quand même, ça reste quand même en finalisation, donc il y a des aspects peut-être qu'on n'a pas encore assez explorés. Ce serait possible de séparer par espèce. Et après, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grosses différences entre l'utilisation des métriques. Peut-être une question en lien avec ça, parce que, en fait, là, dans ces modèles-là, pour répondre aussi à ta question, Karim, en fait, on considère que la transmission se fait parce que tu échanges des animaux. En fait, c'est pas de la transmission par voie aérienne, par exemple, tu vois. Et donc, est-ce que tu as regardé s'il y avait des modèles qui couplaient à la fois l'échange d'animaux et autre chose, par exemple, de la transmission avec en fonction de la distance, par voie. Ouais, ça en fait, on l'a récupéré, je ne l'ai pas montré là, mais c'est vrai qu'on avait une variable. Donc, on avait effectivement récupéré toutes les variables des différents modèles. Et on avait une variable supplémentaire qui disait est-ce qu'il ajoute un autre modèle de transmission. Ouais, voilà. Donc, en particulier, ils font beaucoup de transmissions, ils appellent ça kernel-based, donc c'est sur la distance. Ouais, et sur aussi, des fois, ils vont dire on a typiquement, en fonction des foyers d'espèces sauvages, donc ça peut être les blaireaux qui vont transmettre certaines maladies aux bœufs. Donc on sait que dans telle région, on a beaucoup d'espèces de tel type, enfin d'espèces sauvages de tel type, donc ça va augmenter la transmission potentielle de pathogènes. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions à distance, parce que moi, après j'en ai d'autres, mais je te les poserai après parce que c'est un peu technique. Juste, j'étais surprise de voir qu'il y avait aussi peu de réseaux sur les volailles. C'est moins de 2%, en fait, c'est ça? Ouais, alors c'est très. En fait, parce que quand même, en termes d'intérêt par rapport à ce que tu disais à la fin, effectivement, grippe aviaire, voilà, le premier truc auquel on va penser en termes d'actualité. Après, il y a un truc sur lequel je n'étais pas assez appuyé, c'est le fait qu'en fait, on s'intéresse vraiment au papier qui utilise des données systématiques, des recueils systématiques. Ouais. Et c'est pas typiquement, on tombait sur beaucoup de papiers où c'était des questionnaires. Et en fait, il disait, en fait, on va interroger telle et telle personne. Il va dire, on a envoyé à peu près tant de poulets. Mais c'est des données qui sont très approximatives. Et là, c'est vraiment sur les données où il y a une organisation derrière. Où c'est généralement c'est engagé par l'État. Il dit qu'il faut mettre en place tel ou tel truc. Donc, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas un traçage obligatoire de toutes les ventes de volailles en France comme en Europe, comme ce qu'il y a pour les bovins ou les. Je ne crois pas. Je ne suis pas certain que ce soit dans les traçages, ça doit exister, mais dans les traçages obligatoires, je ne sais pas. Parce que je sais qu'en Asie, il y a beaucoup ça, on a vu beaucoup d'études. Oui, justement, oui, sur des marchés. Mais du coup, ça ne rentrait pas dans cet aspect-là, parce que ce n'est pas des données qui sont. C'est beaucoup d'approximatifs sur les données. Ça veut dire que
en Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il n'y a pas des distinctions. C'est pour ça qu'il y a moins de. Je trouvais ça curieux que les continents où il y a plus d'élevage intensif, il y a moins d'abeilles. Bah, aux États-Unis, ils ont pas ce truc en fait mis en place. Et là, on en a trouvé parce que en fait, il y a des regroupements de grosses industries qui ont mis ça en place eux-mêmes, mais c'est pas un truc qui est fait au niveau étatique. C'est pas une obligation. Et donc, c'est en particulier chez les porcins, les industries porcines, elles se sont rassemblées. Et donc, quand on regarde la tête de données, c'est des trucs qui sont quand même assez exhaustifs, assez bien ficelés, c'est des trucs qui sont systématiques, donc on les a fait rentrer dans le. Mais c'est pas une obligation, c'est cas. Mais c'est pas une obligation. Et par contre, en Amérique du Sud, il y a plusieurs pays, je ne saurais pas te redonner la liste, mais où c'est une obligation de suivre. Et en particulier les mouvements de bovins. Ok, déjà merci beaucoup de me recevoir. Du coup, moi c'est Madeleine Casper, je suis interne en pharmacie et j'ai réalisé mon stage de master en santé globale à l'Institut Pasteur, où je mène une étude qui s'intitule Choice HPV. Et donc là, l'objectif de la présentation, c'était un peu vous donner un retour sur cette étude et particulièrement son implémentation dans un pays à faible revenu qui est dans ce cas-ci la Gambie. Donc tout d'abord, je vais un petit peu recontextualiser l'étude, donner quelques généralités sur l'hépatite B chronique, sur notre étude en particulier, puis un peu plus focus sur le contexte spécifique de la Gambie. Je vais aborder ensuite les challenges et problématiques qu'on a rencontrés sur place et vous donner quelques résultats préliminaires. Donc, l'hépatite B chronique, c'est une maladie du foie nécro-inflammatoire qui est causée par le virus de l'hépatite B. Donc, au niveau mondial, ça affecte plus de 250 millions de personnes et annuellement, ça représente 1,1 million de morts. Donc, c'est une menace de santé publique qui reste très importante et qui est sous-diagnostiquée et sous-traitée au niveau mondial. Et c'est pourquoi en 2024, l'OMS a rédigé des nouvelles guidelines de prise en charge. Et donc, un des points essentiels, c'était vraiment l'expansion très importante des critères d'éligibilité au traitement. En parallèle, on sait que ces thérapies antivirales, elles peuvent quand même avoir un poids pour les personnes qui les prennent. Donc, on a le risque évidemment d'effets indésirables graves, qui certes est rare mais existe, le potentiel coût et aussi le fait que ce soit des traitements qui sont à durée souvent très longue, en fait, la vie entière, la plupart du temps. En parallèle, on a aussi des nouvelles thérapies qui sont en cours de développement et dont le but là, c'est vraiment la cure fonctionnelle de l'hépatite B chronique, ce qui n'est pas permis pour l'instant par les thérapies antivirales classiques. Donc en fait, on se situe dans un contexte très changeant, à la fois en termes de politique de santé publique, mais aussi d'offres thérapeutiques. Et en fait, on a constaté que vraiment ce qui manquait en fait dans tout ce paysage et ces recos, c'était un point de vue un peu plus centré sur le patient. Donc notre étude, elle vise vraiment à comprendre comment les personnes qui vivent avec une hépatite B chronique perçoivent ce traitement en utilisant du coup une approche qui les remet au centre. Donc, cette étude, comme j'ai dit, c'est une étude qui se veut centrée sur le patient et qui utilise la méthodologie du Discrete Choice Experiment. Donc, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. C'est une étude qu'on mène dans plusieurs pays, donc actuellement au Royaume-Uni, en France, en Gambie et au Japon. Donc, l'objectif de l'étude, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui motive la décision de se faire traiter ou non et quels sont les arbitrages que font les patients. Donc, pour cela, on utilise une étude transversale à base de DCE profil
unique. Les critères d'inclusion, ce sont les personnes de 18 ans et plus qui vivent avec une hépatite B chronique, donc qui ont un diagnostic d'hépatite B chronique. Et donc, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, chaque participant, on va lui montrer 8 scénarios hypothétiques de traitement. Donc, c'est des scénarios qui ne correspondent pas à la réalité clinique du patient et c'est quelque chose sur lequel on insiste bien au préalable. Il y a un effort il faut s'imaginer dans la situation. À chaque fois, le scénario, il est présenté comme ici. Donc, en fait, on a un scénario de traitement qui se caractérise par différents attributs. Donc, c'est un peu les paramètres du traitement. Ici, il y en a 5. Donc, on a le bénéfice clinique du traitement qui, ici, est exprimé sous forme du risque de développer un cancer du foie à 20 ans avec et sans traitement. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec les 2 groupes de personnes. Ensuite, on a le régime thérapeutique, c'est-à-dire la voie d'administration et la fréquence d'administration. On a la durée de traitement, le risque d'effet indésirable grave et le coût. Donc, à chaque fois, les scénarios, ils vont un peu varier en fonction de ces attributs qui ont tous des niveaux qui sont prédéfinis. Et à chaque fois, le patient va devoir indiquer du coup si dans tel scénario, il souhaiterait commencer le traitement, oui ou non. Il doit indiquer le niveau de certitude sur une échelle de 0 à 10. Dans les cas où le traitement n'est pas complètement couvert, donc il y a un coût qui reste à charge pour le patient, il faut qu'il indique aussi le montant maximum mensuel qu'il estime raisonnable pour ce traitement. Et enfin, on a également rajouté une question qui était de savoir, selon la réponse que le participant a donnée, si en fait le médecin recommandait l'inverse, comment est-ce que ça modifierait la réponse si ça la modifie? À la fin, on a également des données personnelles qui sont collectées, donc de type sociodémographique, de statut économique et d'éducation, et liées à la maladie. Donc concernant un petit peu les différentes étapes de ce projet, et donc là c'est particulièrement pour le contexte gambien. Donc déjà l'élaboration de cette étude a commencé en juillet 2024. Donc c'est là que j'ai commencé à faire la revue de la littérature, à élaborer le protocole, le questionnaire, l'outil de collecte des données sur REDCap. Et tout ça a abouti en mai 2025 à la soumission au SCC, qui est le comité de coordination scientifique. Donc, c'est une étape préalable avant que le dossier puisse être soumis au comité d'éthique. Donc, après qu'il l'ait reviewé et validé, on a pu soumettre au comité d'éthique qui est conjoint entre le gouvernement gambien et la clinique dans laquelle on a réalisé l'étude en Gambie. Et donc, en fait, à l'issue de cette soumission, ils ont demandé à ce qu'une étude pilote soit réalisée afin de vraiment garantir la faisabilité, mais aussi la compréhension et un peu la perception qu'avaient les participants de cette étude, vu que la méthodologie est un petit peu particulière. Donc, on a réalisé l'étude pilote de septembre à octobre 2025 à la clinique du foie MRCG. Et on a pu soumettre les résultats de cette étude pilote au comité d'éthique qui nous a donné le approval pour l'étude finale qui a commencé du coup le 15 octobre. Et donc là, l'étude est encore en cours et en fait, on vise la fin des inclusions en janvier 2026 afin d'atteindre au moins 300 participations. Donc juste un tout petit peu de contexte sur la Gambie, c'est vraiment un tout petit pays qu'on voit ici qui est situé à l'intérieur du Sénégal. La capitale, c'est Banjul. Il y a à peu près 1,5 million de personnes. Donc les gens parlent anglais, qui est la langue officielle, mais en fait beaucoup de langues locales telles que le mandingue, le wolof ou le peul.
C'est un pays qui est pauvre, avec plus de 62% de la population qui est catégorisée comme très pauvre. Et c'est un pays qui a également une haute prévalence d'infections par le virus de l'hépatite B, qui est supérieure à 8%. Concernant la clinique du foie où on a du coup réalisé l'étude, donc en fait il y a plusieurs sites, mais nous on l'a réalisé à Fadjara qui est ici. Euh, il y a un médecin, 2 infirmiers, 3 assistantes et une personne qui gérait la maintenance. En termes de locaux, on avait 2 salles de consultation, une salle pour réaliser les prélèvements sanguins et une salle pour prendre les constantes des patients et euh, les enregistrer. Il y a à la fois des personnes qui viennent parce qu'elles ont un rendez-vous, mais il y a aussi des gens qui viennent spontanément parce qu'ils ont une plainte ou que ils ont été référés par un autre hôpital. Voilà. Pour ce qui est des horaires de clinique, ça commence à 7h30 du matin jusqu'à 14h du lundi au jeudi. Donc les challenges qu'on a rencontrés, alors il y en a eu plusieurs. Déjà, en premier lieu, il y avait la condition de santé de certains patients où c'était pas la majorité, mais certains venaient et étaient vraiment euh, en état critique aigu. Euh, pour le coup, tous les patients étaient à jeun pour pouvoir faire les prélèvements sanguins. Euh, donc c'est vrai qu'on a décidé d'appliquer un critère d'exclusion qu'on n'avait pas prévu initialement, mais qui était évidemment du coup de pas inclure les patients euh, en, qui sont dans un mal-être aigu. Euh, Parce qu'on considérait déjà que c'était pas du tout adapté éthiquement et aussi on considère qu'ils n'auraient pas pu donner leur consentement écrit non plus. Euh, Ensuite, il y avait un peu l'aspect de comment en fait on intègre du coup une activité supplémentaire sans forcément de ressources en plus dans un peu le circuit déjà opérant de la clinique. Donc en fait, il y a eu plusieurs étapes. On a commencé par faire les interviews juste après leur consultation et les évaluations hépatiques pour lesquelles ils viennent en fait. Le problème, c'est que ça crée du coup beaucoup d'attentes pour les autres patients. Donc finalement, on a réussi à trouver une pièce à part pour mener les interviews. On a également dû clarifier en fait auprès de tout le personnel de la clinique quel était le circuit du coup pour ces patients et quel est le rôle de chaque personne. Euh, donc initialement, on s'était dit que les patients viendraient après leur consultation, mais finalement, en fait, il y a pas mal de patients qui viennent très tôt le matin. Donc, on a plutôt décidé de capter ces patients-là avant qu'ils voient un médecin ou l'infirmier. Euh, Afin d'être sûr que le fonctionnement reste fluide et que il n'y ait pas de je sais pas, d'autres problématiques, on est en contact constant du coup avec l'équipe sur place via des rendez-vous toutes les semaines où on discute du nombre de patients inclus, d'éventuelles difficultés. Et puis, on a un groupe WhatsApp également pour au cas où il y a une urgence ou un petit problème sur Redcap, par exemple. Donc voilà. Ensuite, finalement, donc ce qui n'était pas prévu de base, mais on a eu 2 personnes à part entière qui ont été allouées pour l'étude, donc pour réaliser les interviews. Et du coup, il a fallu les former. Ça, c'est vrai que, en tout cas pour moi, c'était la première fois que je devais faire ça, donc c'était un petit peu challengeant de ce point de vue-là, mais finalement, ça s'est très bien passé. Et on a également réalisé une procédure en fait standardisée, euh, très détaillée sur qu'est-ce qu'il faut faire autant sur le point de vue de Redcap, comment l'ouvrir, comment se connecter, etc., que sur quel est le discours qu'il faut tenir aux patients, etc. Donc ça a été évidemment validé par toute l'équipe sur place.
Et enfin, un des derniers aspects qui était un petit peu challengeant, qui a pu poser problème, c'est que de base, cette étude était prévue d'être menée en anglais, en fait, qui est du coup la langue officielle. Euh, et en fait, on s'est très vite rendu compte que ben, c'était pas adapté, qu'il y aurait du coup plein de patients qui seraient exclus ou qui alors allaient répondre sans vraiment bien comprendre. Donc, ça mettait un petit peu en péril la robustesse des données. Donc, en fait, on a été amené à élaborer différentes versions dans les principales langues locales, donc en mandingue, wolof et peul. Euh, et donc, pour ça, on a bah, du coup, j'ai sollicité les personnes sur place qui étaient des native speakers et on s'est assuré de la qualité de la traduction en faisant une back to English translation. Donc voilà. Mais donc en fait, ça montre vraiment que euh, d'être sur le terrain est extrêmement informatif parce que c'est vraiment, il y a énormément d'aspects qui sont très difficiles à prévoir ou à prendre en compte ou à même imaginer quand on se trouve pas sur place. Donc en fait, ça, c'était vraiment hyper enrichissant et utile. Donc à présent, je vais aborder un petit peu les résultats préliminaires, sachant que pour l'instant, on a 68 participations. Enfin, ça, c'était au moment où j'ai fait l'analyse. Maintenant, on est à un peu plus de 80. Euh, donc, concernant les caractéristiques des participants, on voit que la plupart des répondants étaient des hommes âgés entre 21 et 39 ans. Une grande majorité sont nés en Gambie, n'étaient pas traités et n'avaient pas d'antécédents personnels de complications du foie, donc de cirrhose ou de cancer du foie. Concernant du coup les préférences en matière des paramètres et des attributs du traitement, donc là dans ce tableau en fait on a les 5 attributs, les niveaux de ces attributs. Donc à chaque fois ça a été comparé avec ce qui était jugé comme le meilleur niveau d'attribut, le plus favorable. Et on a les coefficients bêta. Donc en fait, ça, c'est du coup à quel point le niveau d'attribut pèse dans la décision finale du participant. Donc en fait, on voit que la plus grande acceptabilité, enfin les patients acceptent facilement le traitement quand c'est un traitement oral versus des injections, avec peu d'effets indésirables et quand le coût est entièrement couvert. Et ils privilégient également les traitements qui étaient seulement de 1 an versus à durée indéterminée. Et à contrario, du coup, ce qui avait là où les participants acceptaient le moins les traitements, c'est quand c'était administré par injection à durée indéterminée avec un fort risque d'effet indésirable ou que c'était pas entièrement couvert. On voit que le bénéfice clinique, c'était quelque chose qui comptait énormément dans la décision également, mais que globalement, en fait, la plupart des patients avaient une appétence pour le traitement et souhaitaient le traitement. En résumé, c'était vraiment une expérience géniale. Ça m'était vraiment, enfin pour moi, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point c'était essentiel en fait de vraiment que la recherche s'intègre dans vraiment un contexte spécifique et qu'il faut vraiment prendre ça en compte. J'ai beaucoup appris du coup des réalités à la fois que vivent les patients, mais aussi euh, les réalités de terrain pour les personnels de santé qui travaillaient sur place. Et au-delà de ça, c'était vraiment juste très enrichissant en termes humains. Enfin, l'équipe sur place était extrêmement engagée, très généreuse, très accueillante. Donc ça, c'était vraiment super. Et du coup, j'en profite pour les remercier à tous. Et voilà, j'ai fini. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Madeleine. Alors, qu'est-ce qu'il y a des questions?
j'ai une question. Ouais, Lolita, c'est juste pour savoir qu'il est resté combien de temps en tout. Je sais pas si tu l'as dit, je sais pas. Non, c'est vrai, je l'ai pas mis. Du coup, en tout, je suis restée 5 semaines. Donc, en fait, initialement, on avait prévu que j'y reste 2 mois. Mais ça aussi, ça fait partie un petit peu des réalités de terrain. Du coup, c'est que, en fait, moi, j'étais disponible, ben, du coup, jusqu'à octobre, parce que après, il fallait faire l'analyse des données. C'est dans le cadre de mon projet de master, etc. Et puis, je reprends mon internat de pharmacie en novembre. Et du coup, moi, j'étais disponible août et octobre, et août et septembre. Et en fait, il s'avère que c'est la saison des pluies. Et du coup, il y a très peu de gens qui viennent à la clinique parce que c'est très difficile de se déplacer, etc. Donc, en fait, ça aussi, c'est un peu des éléments comme ça où, en fait, ben, initialement, tout le monde était d'accord sur ces dates-là. Et au final, quand j'en ai parlé, en fait, à l'équipe qui était sur place, ils étaient un peu en mode, ben, pourquoi faire? Du coup, il y aura personne. Enfin, donc ouais, ça aussi, c'est intéressant. Ça souligne que, ben, en fait, oui, il y a vraiment des réalités à prendre en compte sur place. Et du coup, 5 semaines, et c'est prévu que j'y retourne du coup en janvier un petit peu pour faire la fin de l'étude en janvier. Ok, trop chouette. Merci. Une place? Ouais, moi c'était plus une question en rapport avec le nombre de personnes que vous allez inclure dedans. Dans l'analyse que tu as faite, on avait 60, je sais plus, 68 pour l'instant. et tu as dit qu'à maintenant vous en avez 80. Ouais. Et est-ce que tu as une idée à la fin de l'étude combien Bah, du coup, en gros, avec le DCE, il y a des règles sur un peu le sample size qu'il faut afin de pouvoir faire des conclusions pertinentes. Euh, Et du coup, ce qu'on avait calculé, c'était que il nous fallait, parce que du coup, donc on a dans plusieurs pays, et le sample size un peu minimum, c'était 300 participations par pays. ça fait un paquet. Sachant qu'on se laissait une petite marge, enfin, que, en vrai, si on en a un petit peu moins, c'est pas très grave, mais bon, c'est l'objectif qu'on a donné à l'équipe et qu'on se donne à nous. J'avais une question. Après cette étude et par rapport aux résultats qui vont en sortir, est-ce qu'il prévoit une campagne de traitement cette fois pour tous les patients qui sont malades? Bah, il y a une étude déjà qui a été réalisée, en tout cas en Gambie, parce que du coup, enfin, les nouveaux critères d'éligibilité au traitement de l'OMS, la logique et les arguments avancés, c'était vraiment permettre au plus de personnes possible d'avoir accès au traitement, particulièrement dans les contextes où en fait de suivre la charge virale, par exemple par PCR, c'est pas toujours possible, qu'on n'a pas les équipements ou le staff nécessaire pour le faire. Et en fait, une étude a été menée en Gambie et elle évaluait en fait la stratégie de treat all et ça a avéré que c'était pas coût efficace. Donc, je pense que actuellement l'effort, en tout cas en Gambie, c'est vraiment le diagnostic qui pour l'instant, enfin, est très c'est très bas, enfin pas satisfaisant. La plupart des patients, ils arrivent déjà euh, quand la pathologie est déjà assez avancée. Donc, en fait, sachant qu'il y a des options thérapeutiques limitées, c'est-à-dire il n'y a que le traitement antiviral un petit peu de base par entecavir, tenofovir, et ben en fait, il n'y a pas vraiment d'options thérapeutiques pour ces personnes-là. Donc, il y a des efforts qui sont faits et je pense que c'est vraiment le point central pour ce genre de pays, c'est vraiment euh, de mener des campagnes vraiment de dépistage. Euh, mais non pas à ma connaissance, enfin je crois pas qu'il y ait d'autres projets de refaire des expériences treat all ou ouais, pas de Et choses comme ça. en parallèle de cette on appelle ça, stratégie de traiter bah, du coup, les malades, est-ce qu'il y a une stratégie de vaccination des plus jeunes pour Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que donc là, actuellement, il y a un projet qui est en cours
où c'est un projet de suivi des femmes enceintes euh, et celles qui sont atteintes d'hépatite B chronique, où du coup on les dépiste pour plusieurs pathologies dont l'hépatite B chronique, et du coup après on fait le suivi des enfants. Euh, mais c'est vrai qu'en général, enfin, en Gambie en tout cas, enfin, un des problèmes, c'est vraiment justement de suivre les femmes enceintes, où en fait, enfin, c'est très difficile, même pour celles qui sont atteintes d'hépatite B chronique, de les faire revenir ou de... Ouais, c'est un peu une difficulté qui est rencontrée actuellement. Merci beaucoup. Avec Euh, plaisir. ouais, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Bonnes vacances à Judith, si tu nous entends. Et Merci. on se revoit le mois prochain, à la fin du mois de novembre, pour le prochain séminaire écrit. Ok, merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir.